J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en forme. Nous en avons parlé récemment dans une émission fraîchement mise en ligne. C'est un tournant, un véritable tournant. L'Algérie vient d'entamer une étape sans précédent dans ses rapports avec la France. Ce n'est pas un simple symbole. Le texte de loi qui vient d'être voté ne se contente pas de dénoncer à la légère les horreurs de la colonisation. Ce n'est ni un cri dans le vide, ni une incantation académique contre le passé impérial français. Non, c'est bien plus qu'un jugement moral, c'est une déclaration solennelle, une prise de position ferme qui franchit un cap inédit. Non, c'est une loi qui offre ou qui a permis ou qui va permettre à l'Algérie d'avoir une disposition juridique sur laquelle elle va se baser pour réclamer à la France une indemnisation complète, équitable pour tous les dommages matériels et moraux engendrés par la colonisation française. Cette loi, dans l'un de ses articles, oblige l'État algérien à considérer, à contacter l'État français, à adresser à l'État français une facture globale qui englobe ou qui réclame une indemnisation complète et équitable pour tous les dommages matériels et moraux engendrés par la colonisation française. Et cette revendication engage l'État algérien à la faire parvenir aux autorités françaises, puisque cette loi qui a été votée officiellement considère que la demande d'indemnisation et de réparation financière que la France devra donc s'acquitter auprès de l'Algérie est un droit inaliénable pour l'État et le peuple algérien. Il faut savoir que c'est nouveau parce que pour le moment, l'Algérie, depuis son indépendance, n'a jamais exigé de compensation financière ou de réparation financière. L'Algérie a toujours demandé une reconnaissance officielle des crimes de la colonisation française. Elle a toujours demandé des excuses officielles de la part de la France sur certains dossiers. Elle a exigé des interventions matérielles, mais sur des dossiers bien précis, comme par exemple les essais nucléaires de 1977 essais nucléaires de la France de 1960 à 1966 dans le Sahara algérien, où l'Algérie a demandé non seulement la reconnaissance officielle des dégâts, mais une décontamination des sites nucléaires et une indemnisation des victimes qui ont été exposées à ces essais nucléaires. Il y a d'autres essais d'armes chimiques qui ont été réalisés par l'ancienne puissance coloniale Anamous du côté de Béchar. Là aussi, on parle d'indemnisation financière. Mais, mis à part ces deux dossiers, je dis bien mis à part ces deux dossiers particuliers, il n'y a pas eu de demande. L'Algérie n'a jamais formulé officiellement une demande pour que les autorités françaises versent de l'argent ou financent des compensations financières ou paient directement des réparations pour les torts ou pour les crimes qui ont été causés par ces forces, par les forces de l'armée coloniale. Donc c'est très important de le comprendre. C'est une revendication nouvelle, novatrice, je dirais même révolutionnaire, qui risque encore une fois de causer des problèmes dans les relations entre l'Algérie et la France, parce que pour le moment maintenant, cette loi a été adoptée. Cette loi existe maintenant et cette loi, elle est incomplète, je l'ai dit dans la première émission, parce qu'elle ne détermine pas les mécanismes précis qui permettent à l'État algérien de calculer ces dommages et ces préjudices matériels et moraux pour lesquels la France doit verser des indemnisations complètes. Il n'y a pas de mécanisme. Comment va-t-on les calculer ? Qui va le faire ? Quelle est la commission ? Quelle est l'entité ? Quel est l'organisme ? Est-ce que ce sera un organisme indépendant, étatique, international, national, franco-algérien qui nous permettra de calculer ces indemnités ou ces indemnisations complètes. Et pour reprendre la terminologie de la loi algérienne encore une fois, une indemnisation complète et équitable pour tous les dommages matériels et moraux.
je crois qu'un peu de pédagogie s'impose parce que cette revendication va susciter ou va défrayer la chronique et susciter une énorme controverse dans les relations entre les deux pays. Ce n'est pas la première fois qu'un pays colonisé, qu'un pays envahi, ou qu'un pays qui a subi des crimes contre l'humanité, un génocide ou une occupation meurtrière de son territoire, demande à son ancien agresseur, à son ancien colonisateur, des indemnisations. Il y a déjà des cas. Le cas connu, c'est le cas de l'Allemagne. L'Allemagne, par exemple, tout récemment, en 2021, a signé un accord avec la Namibie, un pays africain qui était une ancienne colonie allemande. La Namibie est un pays situé entre l'Afrique du Sud et l'Angola, sur le continent africain. L'Allemagne a reconnu officiellement que la colonisation allemande a duré de 1904 à 1908, uniquement 4 ans. Il y avait des crimes qui ont été reconnus comme un génocide contre une population locale appelée les Herero. Et l'Allemagne s'est engagée à verser plus d'1 milliard d'euros sur 30 ans. L'Allemagne a signé un accord avec l'État namibien pour financer des programmes de développement de plus d'1 milliard d'euros en guise de réparation matérielle pour ce crime commis contre la population de la Namibie lors de la colonisation allemande. Cela n'a pas été reconnu juridiquement comme une réparation, mais comme une compensation financière. Cela a été fait récemment en 2021 entre l'Allemagne et la Namibie. Autre exemple, un peu récent, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne au Kenya, où il y a eu une répression très féroce des forces armées royales britanniques durant les années 1950, avec des tortures notamment contre une ethnie appelée les Maomo. En 2013, la Grande-Bretagne a présenté des excuses officielles et 5200 victimes ont été identifiées et indemnisées par les autorités britanniques. Les autorités anglaises ont versé plus de 25 millions d'euros à 5200 victimes. Donc c'est beaucoup moins important que l'engagement allemand auprès de la Namibie, mais il y a quand même des victimes qui ont été identifiées et indemnisées. Et on a indemnisé les victimes directes qui sont toujours des survivants ou les descendants de survivants de cette répression féroce menée par les forces armées britanniques. Il y a d'autres cas, beaucoup moins récents, un cas aussi très peu connu entre le Japon et la Corée du Sud. Le Japon a colonisé la Corée de 1910 à 1945. Il y avait une occupation très militaire, très meurtrière. Il y avait des femmes coréennes qui ont été réduites en esclavage, qui ont été utilisées comme des esclaves sexuels pour les soldats japonais. Il y a eu de la torture, il y a eu des crimes contre l'humanité. Le Japon a reconnu sa responsabilité. En 1965, le Japon a versé 300 millions de dollars d'aide de compensation à la Corée du Sud. Ensuite, il a donné 200 millions de dollars de prêts concessionnels, mais des prêts à taux symboliques pour permettre de... Donc le Japon a considéré que c'est la question réglée, mais pour la Corée du Sud, ce n'était pas suffisant. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des tensions permanentes entre les deux pays, puisque le gouvernement sud-coréen, à chaque fois, essaie de relancer ce débat avec le Japon sur la nécessité d'indemniser individuellement les victimes de la colonisation japonaise. Mais le Japon a payé, il a payé 500 millions de dollars à l'époque. C'est quand même important. Cela a permis, durant les années 60, à la Corée du Sud de se reconstruire et d'offrir des infrastructures à sa population. Ça, c'est déjà 3 cas. Parce que peut-être cette proposition ou cette revendication algérienne va choquer beaucoup en France. Mais il faut que nos amis français sachent qu'il y a des pays qui ont payé, qui ont offert des compensations financières pour les crimes qu'ils ont infligés ou qu'ils ont commis sur les territoires qu'ils ont occupés
de façon injuste, illégale, abusive, voire même meurtrière. Mais le cas le plus connu et le plus important dans l'histoire, c'est le cas de l'Allemagne avec Israël. L'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, après sa défaite, elle a reconnu le nazisme, avait été vaincue. La nouvelle Allemagne, notamment l'Allemagne de l'Ouest, qui a vu le jour après la défaite totale et terrible du nazisme, a reconnu rapidement sa responsabilité, les crimes nazis et le génocide des Juifs, ce qu'on appelle la Shoah. Donc l'Allemagne, dès les années 50, a signé un accord qui s'appelle l'accord du Luxembourg. Il y a eu des négociations d'Israël. Créé en 1948, le nouvel État israélien a demandé à l'Allemagne des réparations historiques et des réparations financières et des indemnisations pour tous les crimes dont ont été victimes les Juifs en Europe, les victimes du nazisme, tous les Juifs européens qui ont été victimes des graves crimes et du massacre perpétré par le nazisme, par les forces et par l'idéologie de la doctrine d'Adolf Hitler. L'accord a été signé le 10 septembre 1952 au Luxembourg. C'est pour cela qu'on parle de l'accord du Luxembourg. Ce jour-là, c'était le chancelier allemand Konrad Adenauer, très connu. Il était en compagnie du président du Congrès juif mondial et du président de la Jewish Claims Conference, c'est une organisation mondiale, et du ministre israélien des Affaires étrangères, Moshe Sharett. Ils ont signé tous les quatre. Il y avait 2 représentants de la communauté juive dans le monde et un responsable, le ministre des Affaires étrangères israélien. Ils ont signé au Luxembourg un accord qui est considéré aujourd'hui comme exemplaire. C'est l'accord le plus exemplaire en matière de réparation financière, de financement et de compensation financière pour les préjudices commis pour les crimes commis contre l'humanité ou les crimes de génocide commis contre une population. Cet accord du Luxembourg-l'Allemagne s'était engagé rapidement à payer 3 milliards de marks. 3 milliards de marks. À l'époque, la valeur du mark, c'est 3 milliards de marks si on les compare à la valeur, par exemple, du dollar. Aujourd'hui, c'est entre 7 et 8 milliards de dollars. En 1952, l'Allemagne a versé à Israël l'équivalent de ce qui peut être évalué aujourd'hui comme 7 à 8 milliards de dollars, et à l'époque, c'était 3 milliards de marks. Ensuite, l'Allemagne a rajouté 450 millions supplémentaires pour la reconstruction des communautés juives dans le monde entier. Et de 1952 jusqu'à aujourd'hui, en vertu de cet accord du Luxembourg, l'Allemagne paye et verse de l'argent aux autorités israéliennes et à des associations israéliennes, à des associations juives, à des fondations juives de victimes du nazisme. Rien qu'en Allemagne, par exemple, jusqu'au début de 2020, je crois, les chiffres parlent depuis 1952 jusqu'en 2023. L'Allemagne a versé 1,2 milliard de dollars en prestations d'indemnisation et de protection sociale qui ont été obtenues pour les survivants de la Shoah. De 1952 à 2023, l'Allemagne a payé pour les survivants de la Shoah l'équivalent d'1,2 milliard de dollars en prestations d'indemnisation et de protection sociale. Ça, c'est juste les victimes de la Shoah sur le territoire, notamment en Allemagne, sur le territoire des autres pays européens. Mais ce que les Juifs, les communautés juives à travers le monde, et ce que l'État d'Israël ont perçu de la part de l'Allemagne depuis 1952 est estimé à 90 milliards de dollars. 90 milliards de dollars, c'est quand même énorme. Il faut savoir que cet accord du Luxembourg, vous pouvez le lire, il est sur le site officiel des Nations Unies. Il contient 48 pages. C'est un accord, c'est un traité qui lie Israël à la République fédérale d'Allemagne, ce qui était l'Allemagne de l'Ouest, une Allemagne qui a été réunifiée ensuite, au début des années 90. Et l'Allemagne unifiée a continué à respecter cet engagement. Dans les articles de cet engagement, l'État allemand, par exemple, à l'article 1er, dit que le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne paiera à l'État d'Israël
au titre de ce qui précède la somme. Donc tout ce qui est le gouvernement allemand, la Nouvelle-Allemagne reconnaît les crimes contre l'humanité qui ont été commis par le nazisme. Elle reconnaît son implication, sa responsabilité historique dans le passé douloureux de la Shoah, et à ce titre-là, elle doit payer des indemnisations. Voilà ce qui est dit dans cet accord. Cet accord considère que l'État d'Israël a assumé la lourde charge de réinstaller un nombre très considérable de réfugiés juifs déracinés et privés de ressources originaires d'Allemagne et des territoires antérieurement placés sous contrôle allemand, et qu'il a, de ce chef, présenté à la République fédérale d'Allemagne une demande d'indemnisation globale en compensation des frais entraînés par l'accueil des réfugiés. Israël, en 1952, a dit aux Allemands « L'Allemagne nazie a massacré des populations entières de Juifs. » Israël devait les récupérer, devait les réinstaller. Les Juifs de Pologne, les Juifs d'Ukraine, les Juifs de l'Union soviétique, les Juifs de l'Europe de l'Est, les Juifs de France, de Belgique et de l'Europe de l'Ouest. Israël a donc dit à l'Allemagne « Vous devez payer parce qu'on doit reprendre tous ces Juifs, leurs descendants, les soigner, soigner leurs blessures et leur permettre de se réinstaller en Israël. » Et l'Allemagne a payé jusqu'à aujourd'hui. On estime cette facture globale de l'Allemagne à 90 milliards de dollars. C'est quand même un montant très élevé. Donc l'Algérie ne va pas être un cas inédit. L'Algérie peut s'appuyer sur ces exemples historiques, la Corée du Sud, avec le Japon, l'Allemagne avec la Namibie, l'Allemagne avec Israël, pour demander à la France une compensation financière. Sauf que la facture risque d'être salée pour la France parce qu'on ne parle pas uniquement de 7 ans de guerre, on ne parle pas uniquement de la guerre d'Algérie. La colonisation française en Algérie a duré de 1830 à 1962. C'est pratiquement un siècle et demi. C'est énorme. C'est 132 ans. Donc vous imaginez comment on peut calculer les dégâts et les préjudices matériels commis pendant 132 ans. Il y a plusieurs estimations qui circulent, il y a plusieurs scénarios. Le scénario moyen, c'est que l'Algérie regarde tout ce qui a été détruit. La population rendue analphabète, les maladies, les crimes, les tortures, la politique de déracinement, les déplacements forcés, le nombre important de populations algériennes qui ont été dépossédées de leurs terres, les villes algériennes qui ont été détruites pour construire des villes coloniales françaises. Tout ça, ce sont des dégâts matériels très importants. Il faut dire la vérité, on ne peut pas mentir. À un moment donné, d'ailleurs, des historiens français en parlent, des universitaires français en parlent, des politiques français en parlent. Il y a aujourd'hui une reconnaissance, un travail important mené en France pour reconnaître les méfaits de la colonisation française. Emmanuel Macron, l'actuel président, a été le premier à dire que c'est un crime contre l'humanité. Mais un crime contre l'humanité a provoqué des dégâts moraux, des préjudices immoraux et matériels, et aussi des dégâts matériels, des vies algériennes brisées, une population malade, des essais nucléaires, des blessés, des torturés, des tués, et surtout des terres qui ont été dépossédées, un patrimoine urbain, matériel et immatériel détruit. Tout cela pourrait représenter, selon une estimation honnête, de 200 à 300 milliards d'euros. C'est une estimation moyenne. Si l'on entrait dans tous les détails, cela pourrait dépasser les 1000 milliards de dollars. Mais ce ne sera pas possible. Il faut savoir qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la France paye. Si l'on voulait calculer le coût de toutes les destructions matérielles infligées en Algérie depuis 132 ans, cela dépasserait le produit intérieur brut de la France, donc ce serait irréaliste. En plus, les autorités françaises ont un argument, elles peuvent dire « Attention, c'est vrai qu'on a tué, qu'on a massacré, qu'on a colonisé, mais on a laissé des infrastructures. » Aujourd'hui, Alger, la capitale, est à 80, pour 190% composé de bâtiments hérités
de la colonisation française. Annaba Constantine, la France, a laissé des infrastructures en partant d'Algérie. Elle a laissé des routes, des autoroutes, des chemins de fer, des bâtiments, des sièges, des ports. Elle a laissé des infrastructures au sens propre du terme. Ce sont des infrastructures qui ont été construites pour les besoins de la population des colons et non pas pour les besoins des indigènes. Mais les Algériens ont récupéré ces infrastructures. On pourrait aussi les calculer leurs coûts et les enlever du coût global de la colonisation française. C'est possible, parce qu'encore une fois, cette loi n'a pas été suivie d'un travail rigoureux. Il fallait expliquer comment on va calculer le montant de ces indemnisations financières. Donc c'est pour cela que je dis qu'un scénario moyen honnête, ce serait entre 200 et 300 milliards d'euros que l'Algérie pourrait exiger à la France. Étant donné que la France, on ne peut pas lui exiger 1000 milliards d'euros, parce que la France n'a pas détruit toutes les infrastructures avant de partir le port, les trains, les bâtiments, les logements, les quartiers, etc. La France n'a pas tout dynamité. Elle est partie. L'Algérie n'était pas ruinée totalement. Elle a laissé des biens que l'État algérien indépendant a récupéré des villes entières, des infrastructures entières, y compris des biens sur le territoire français que l'État algérien a récupérés. Donc on peut les déduire de la facture finale, pour être honnête. On peut les déduire de la facture finale, mais cela risque de laisser encore une fois une addition très salée. La facture finale pourrait avoisiner honnêtement entre 200 à 400 milliards d'euros, ce qui est quand même important. Je signale que le produit intérieur brut de la France, et cela va peser énormément sur les finances de la France. Et la France, certainement, l'État français va certainement refuser. Après maintenant, voilà, ce sont des négociations qui doivent être menées entre les autorités algériennes et les autorités françaises. C'est ce qu'on aura des dirigeants algériens capables de faire pression et de convaincre les autorités françaises d'accepter le principe d'une indemnisation financière complète et globale. Ça dépendra de la qualité de la compétence et du mérite des dirigeants algériens qui seront amenés à négocier avec la France cette possibilité. Mais il faut être réaliste. Le produit intérieur brut, quand on prend le produit intérieur brut de la France, actuellement, on va calculer, il est à le produit intérieur brut de la France. Le produit intérieur brut de la France, il est à 2920 milliards d'euros. Donc si l'on exige 400 ou 200 à 400 milliards d'euros, c'est quand même presque 10 à 20% de toute la richesse française annuellement créée. Déjà, la France est un État endetté à la hauteur de son produit intérieur brut, presque 3000 milliards d'euros de dette. La dette française, elle dépasse carrément sa richesse. Est-ce ce que la France pourra payer? Elle devra certainement s'endetter ou puiser dans ses réserves. En tout cas, elle devra s'amputer de 10 à 20% de son produit intérieur brut pour payer l'Algérie. Maintenant, on peut faire comme dans le cas de l'Allemagne. La France peut dire « je ne paierai pas tout maintenant ». Il y a un autre scénario qui est envisageable, c'est que la France pourrait verser annuellement une dotation à l'Algérie et cette dotation pourrait s'inscrire sur une très longue durée, sur 30 ans, 40 ans, voire 50 ans, le temps que la France s'acquitte totalement de sa dette et de ses indemnisations. Il faudrait d'abord convaincre et imposer à la France. La France, elle a réagi officiellement, le ministère des Affaires étrangères
a réagi à ce projet de loi, à cette loi, criminalisant la colonisation française qui a été adoptée par le Parlement algérien. Et la France a clairement parlé d'un projet hostile aux intérêts de la France, un projet hostile à la France. Et voilà, le Quai d'Orsay a dénoncé, je rappelle le Quai d'Orsay. Le ministère français des Affaires étrangères a dénoncé une initiative manifestement hostile. Et il faut comprendre les autorités françaises, pourquoi elles le disent, pourquoi elles le pensent. Parce que si les indemnisations financières arrivent, ça va ruiner la France. La France qui est déjà, encore une fois, je le dis, dans une situation financière très compliquée, avec un endettement important. L'endettement, il est vraiment important. On est à plus de 3 000 milliards de dettes. Je dis bien, la dette française s'élève à 3 442 milliards d'euros. Si l'Algérie va demander à l'avance entre 24 à 40 milliards d'euros, vous imaginez, ça va aggraver d'au moins 5% la dette de la France. Et ça, c'est le scénario moyen. Encore une fois, on peut mettre en place une échéance et il y a des possibilités de négociation, mais à l'heure actuelle, il semble utopique que la France accepte cette revendication algérienne. Il semble utopique que la France accepte sa validité ou accepte sa légitimité. Maintenant, c'est aux dirigeants algériens de montrer leur capacité, leur compétence à convaincre et à persuader la France que c'est un principe de justice qui doit être respecté et que c'est un engagement nécessaire pour l'avenir des relations entre les deux pays. Et peut-être que de leur côté, les autorités algériennes peuvent par exemple mettre fin aux accords de 1968, ces accords qui permettent aux Algériens d'avoir certains avantages en termes d'immigration sur le territoire français. On pourrait peut-être enlever cet accord, l'abroger et demander à la France en contrepartie des compensations financières pour tous les dégâts de la colonisation. Ça peut être une option, ça peut être un argument à faire valoir. En tout cas, cette loi, elle va ouvrir une nouvelle page dans les relations entre l'Algérie et la France, et malheureusement, elle n'est pas suffisamment bien écrite, pas suffisamment bien faite. Elle exige des clarifications, des ajustements, pour permettre aux dirigeants algériens de mieux expliquer leurs arguments et de se préparer à affronter les dirigeants français, qui d'ores et déjà, on le sait, le disent, il est hors de question pour la France de verser de l'argent à l'Algérie. Donc ça va être une énorme controverse entre les deux pays qui nécessite beaucoup de pédagogie d'explication, qui nécessite pour les deux pays d'avoir des classes dirigeantes matures, conscientes et honnêtes. Parce qu'à un moment donné, il faudra solder ce passé un jour ou l'autre et s'inspirer de ce qui a été fait par exemple de la part de l'Allemagne pour aller de l'avant et tourner définitivement cette page de la colonisation qui a provoqué tant de blessures, tant de crimes et qui alimente jusqu'à aujourd'hui tant de douleurs et d'incompréhension.